Voilà, bonsoir Philippe Clerc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour venir présenter un sujet sur Scoot en bourse. Je rappelle, ceux qui regardent le live, que vous pourrez vous poser vos questions à la fin de la présentation. Et ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, vous êtes bien évidemment invités à laisser vos questions en commentaire. Merci et bonsoir Philippe, comment allez-vous? Bonsoir Marc-Antoine, merci pour votre invitation. Merci de l'occasion. Je vais bien. J'ai moins froid ici en France qu'ailleurs en Europe, en Bulgarie notamment. Mais bon, voilà. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Ici en Bulgarie, on a des températures relativement basses. Ici, -13 en ce moment. Alors, donc vous êtes très sensible à tout ce qui touche l'environnement. Oui, Vous êtes très impliqué dans ce sujet-là. Et vous allez nous parler aujourd'hui de comment être responsable dans un monde et une économie qui est de plus en plus durable. Voilà. En fait, je vais prendre ma situation personnelle. En définitive, je suis parti de moi en tant qu'individu. Je suis avant tout, initialement, je suis un financier d'entreprise. J'ai quelques 8 années d'expérience dans la trésorerie, la gestion de trésorerie d'entreprise, dans l'industrie et dans les services. Et je suis plutôt un financier de marché aussi. Pendant 17 ans, j'ai été analyste financier. Je suis diplômé de la SPAF, la Société française des analystes financiers, en 2002. Et j'ai été gérant de portefeuille, y compris des fonds ISR, donc investissement socialement responsable, avec des scorings sur la base de données Vigeo Eiris, par exemple. Donc, voilà mon expérience. En 2018, je me suis questionné en fait, et j'ai repris des études en MBA spécialisé en management de la responsabilité sociétale d'entreprise, donc au sein de l'ILV, l'Institut Léonard de Vinci, et je faisais une alternance aussi, un contrat de professionnalisation au sein de France Invest. Donc ça, c'est l'ex-AFIC, c'est l'association professionnelle du capital investissement français. Et j'étais plus particulièrement au niveau de la commission ESG, donc environnement, social et gouvernance. Et je m'en occupais en transversalité avec la commission impact et la commission climat. Donc tout en finalisant mon MBA, en fait, je me suis occupé également de cette commission, et la communauté du capital investissement est particulièrement dynamique dans ce domaine-là. En 2019, j'ai obtenu la certification d'Impact Analyst par la société suisse Impact, IMPAAKT. Et donc là, c'est comment dire, on reviendra dessus, mais c'est selon un format de l'IMP, c'est l'Impact Management Project. On peut alimenter, et je crois qu'il y a maintenant 10 000 personnes au niveau de la communauté Impact, pour évaluer le lien qu'il peut y avoir entre des entreprises cotées et les ODD, donc les objectifs de développement durable, SDG en anglais, qui ont été définis au niveau de l'ONU. Et c'est très intéressant, ça permet de rédiger des notes d'impact. Et de se familiariser avec cette notion de sourcer invariablement. C'est très intéressant comme démarche, et c'est de l'intelligence collective. Donc, chacun évalue, montre qu'il peut respecter les règles de rédaction, et c'est vraiment bien. Alors, j'ai partagé le site de Impact, donc impact.com sur le chat. Je le partagerai aussi en commentaire de la vidéo. Donc, effectivement, allez voir ça, ça a l'air tout à fait intéressant. Donc, en fait, eux, ils vous ont délivré une certification, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on rédige 5 notes, il y a 3 notes, enfin, on évalue des notes d'abord, c'est une évaluation par les pairs, c'est le principe, et ensuite, on rédige soi-même et on est évalué.
et il faut une note minimale pour être connu comme impact analyst. Donc, c'est très formateur parce qu'on apprend des autres en lisant leurs propres analyses et en se faisant lire, eh bien, on s'améliore aussi. C'est le but du jeu, bâtir une communauté assez solide et compétente en fait pour évaluer les impacts qu'il peut y avoir entre les acteurs cotés et les différents ODD. Ça permet de switcher aussi évidemment les analystes, toutes les sociétés d'analyse, les agences en fait de notation. Donc ça a son intérêt aussi. Et depuis juin 2019, je suis bénévole également, chargé de mission au sein des Shifters. Les Shifters sont des bénévoles d'une association et qui œuvrent dans le cadre de management de projet sur différentes tâches au bénéfice d'un think tank qui s'appelle The Shift Project. Et vous avez les logos sur le menu, enfin sur l'outline. Et c'est vrai que c'est une communauté de 7000 personnes qui est très importante et qui est motivée par toutes les problématiques de climat et d'énergie. Et depuis récemment, je donne quelques cours aussi des Ethical and Sustainable Finance au sein de Neoma Business School. Donc ça, c'est pour voilà mon background. Et c'est il y a 3 ans maintenant que j'ai eu une sorte de révélation, c'est-à-dire que j'ai compris en tant que financier ce qui se passait en termes d'énergie et de climat et les enjeux que ça pouvait, les enjeux importants et urgents, de plus en plus urgents d'ailleurs, qu'il y a à développer une finance à la hauteur de ces enjeux. Autrement dit, une finance responsable, durable, que l'Union européenne essaie d'adresser également. Enfin, tout le monde est sur le sujet actuellement. Donc, dans une deuxième partie, ce que je vais évoquer, c'est le constat, ce fameux constat qui motive, qui permet de calibrer les enjeux et d'essayer de construire, co-construire la finance durable qui permettra d'adresser ces enjeux. Donc, les accords de Paris de 2015, tout le monde les connaît, mais personne, enfin, on devrait se rappeler en fait du rapport Meadows du MIT de 1972 qui parle du système Terre avec un modèle multifactoriel. Le rapport Limits to Growth indique déjà les enjeux planétaires et c'est vrai que si vous suivez tout ce que dit par exemple Jean-Marc Jancovici, qui est le président du think tank Shift Project et qui est également cofondateur de Carbone 4. D'accord. Et c'est ce qu'ils disent en fait, c'est que on est comme dans un vaisseau spatial en fait. Autrement dit, les émissions de gaz à effet de serre qui ont permis l'éclosion de la vie en fait, depuis l'ère pré-industrielle augmentent beaucoup plus que prévu. Autrement dit, depuis 1850 à peu près, là où on a commencé à générer pas mal de gaz à effet de serre à travers les énergies fossiles en fait. Tout a été rendu possible grâce à l'empilement des différents types d'énergie. Donc, on voit ces gaz à effet de serre qui montent progressivement depuis 1850 et qui augmentent très, très rapidement actuellement. Si vous faites référence à tout ce qui est IPCC, donc le GIEC, pour le groupe intergouvernemental pour tout ce qui est climat, justement, la recherche est comment dire, unanime maintenant. Il n'y a plus de questions à se poser sur ces questions-là. On est à plus 1,1 par rapport à 1850, plus 1,1 degrés Celsius. Et actuellement, on gagne à peu près 0,1 à 0,2 degrés Celsius par décennie. Autrement dit, dans 20 ans, donc en 2040, on sera à plus 1,5. 1,5 plus 1,5, c'est le seuil de l'accord de Paris, qui est censé être limité à 2100.
Donc 2040, 2100, il y a un gap énorme. Et ça, ce sont des prévisions qui intègrent les efforts en cours et à venir, ou alors ce sont des prévisions qui n'intègrent, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ces prévisions intègrent toutes les initiatives qui sont en train d'être faites ou pas en fait? Ou est-ce que c'est des prévisions qui sont sur la base de si on fait rien et si on reste comme ce qu'on est aujourd'hui, quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que le CO2 qu'on rejette dans l'atmosphère, s'il y reste, s'il n'est pas absorbé soit par les plantes avec la photosynthèse, donc dans les puits de carbone, soit dans l'eau, par des différences d'échanges, en fait, il y a des échanges entre l'eau et l'air, et s'ils ne sont pas absorbés, c'est irréversible. Donc, c'est un stock qui se constitue et qui augmente l'effet de serre, et c'est pourquoi la température augmente rapidement. Et ce qui est terrible, c'est que effectivement, dans les cycles naturels, on est habitué à un changement de température, mais on n'a jamais vu sur cette planète un changement aussi rapide. C'est ce qu'on appelle l'anthropocène, ce sont les activités humaines, en fait, avec l'utilisation des énergies fossiles qui génèrent une telle augmentation de température. Et ce qui se passe, c'est que le CO2, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Au bout de 10 000 ans, il en reste encore 10%. Donc, c'est énorme. Et il y a une inertie à peu près de 20 ans. Donc, on connaît déjà, grosso modo, il y a une inertie climatique qui fait que si on veut avoir un effet dans le futur, il faut faire baisser drastiquement les gaz à effet de serre dès maintenant, à peu près de 5-7% par an. Donc, si on veut atteindre une neutralité carbone, la fameuse neutralité carbone mise en avant par tout le monde sur le marché, eh bien, d'ici 2050, il va falloir construire quelque chose qui soit proche sans doute d'une certaine sobriété. On l'a vu, je vais y revenir, mais à partir de plus de degrés, en plus, il y a des boucles de rétroaction qui se mettent en place, des boucles de rétroaction positives. Autrement dit, on va avoir une augmentation plus importante encore de la température. Donc, on voit bien que ça va créer de l'amplitude sur le climat, enfin, et beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir en tête que la Terre, c'est un vaisseau spatial et on a des ressources limitées et tout a été possible actuellement dans notre modèle économique grâce à l'énergie et principalement l'énergie que nous dépensons tout autour de nous, tous les objets qui sont autour de nous, c'est de l'énergie fossile à 80%. Donc voilà, c'est ça le problème. On a bien vu avec le Covid, évidemment, qu'il y avait un problème de fragilité du modèle, et ça nous oblige à nous refocuser maintenant sur l'essentiel. On re-hiérarchise les besoins, un peu à l'image de la pyramide de Maslow. On parle de transition des énergies, du mix énergétique. On a besoin de parler de temps long, autrement dit, parce que c'est la tragédie des horizons de Marc Carnet. Autrement dit, les temps politiques, les temps sont beaucoup plus courts. Les temps des entreprises, le court terme, en fait, de la gestion du modèle économique actuellement n'est pas calibré sur le temps long donc du coup, il faut planifier l'évolution du mix énergétique si on veut le corriger. Et tout ça, on a vu avec les gilets jaunes ou d'autres phénomènes, dans tous les cas, il faut organiser cette transition d'une manière juste. Derrière, il ne faut pas laisser énormément de stranded assets, c'est-à-dire d'assets qui ont complètement perdu de valeur. On parlera de risques physiques, mais de risques de transition. Ça fait partie des risques de transition. Autrement dit, quand on organise la transition, ça génère des risques propres à ce mouvement-là. Et donc, faire attention à l'idée de se concentrer sur la sobriété, parce qu'il va y avoir, dans les années qui viennent,
des probabilités, une probabilité assez forte que l'énergie à laquelle on est habitué ne soit plus aussi facile que par le passé. Donc évidemment, il y a l'économie circulaire, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais en amont, il y a plein d'effets rebonds, autrement dit par le biais de l'efficacité énergétique, par exemple, parce qu'on est de plus en plus efficace, eh bien on va consommer d'autant plus, et à l'image de nos portables, de plein de choses comme ça. Donc la transition peut se faire, mais en faisant très attention. On parle d'énergie de transition à l'image du gaz, mais c'est pas vraiment possible puisqu'il faut 15-20 ans pour une infrastructure en LNG par exemple. Donc on est obligé maintenant de passer à de la soutenabilité forte. Autrement dit, la soft law n'est plus suffisante. Il faut arrêter de raisonner en silo. Et du coup, voilà quoi. L'énergie ne se stocke pas actuellement. Sur l'énergie électrique, il y a à peine 2% de l'énergie qui est stockée actuellement. D'accord. Donc, Mais alors, du coup, en termes d'investissement, donc a priori, moi, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'on est dans une situation critique. Il faut vraiment agir ouais. maintenant et pas j'ai envie de dire, avec le dos de la cuillère. Donc concrètement, est-ce que, enfin, je sais pas, hein, vous me direz si je me trompe ou pas, toutes les entreprises qui font des efforts pour avoir des bonnes notes ESG, etc., c'est peut-être pas assez, il faut peut-être aller plus loin encore. Et voilà, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'ESG, pour le moment, on va en parler, effectivement, c'est les best in class, les meilleures notes, le scoring. Et souvent, moi, quand je pratiquais, j'avais un modèle sur Excel et effectivement, on jouait simplement sur la pondération. Autrement dit, en termes de performance, c'était quasiment la même que le reste du marché. D'ailleurs, j'en reparlerai avec les travaux de Revelli, par exemple, chez Kedge. L'ISR ou l'ESG a dû se défendre en termes de performance. Et donc, du coup, il y a eu énormément de travaux là-dessus en méta-recherche. Et effectivement, ils avaient quasiment la même performance, en fait, entre un fonds généraliste et un fonds ISR. Pourquoi? Parce qu'on ne joue que marginalement sur les pondérations. Et donc, pas de réel effet sur l'économie réelle, parce que derrière, c'est ça. D'accord, grâce à du scoring ESG, on va apporter un jugement sur la qualité des meilleures pratiques de telle ou telle entreprise, mais derrière, les impacts finaux, on ne les évalue pas. Donc, ça va aller d'ailleurs sans doute de plus en plus dans cette direction-là. Mais pour revenir sur les shifters, donc du coup, on a des groupes de travail en mode projet, là, pour monter un fonds de décarbonation, par exemple, ou un groupe de finance qui veut rendre utile la finance pour justement être efficace en termes de décarbonation. Le Shift Project, il y a un plan de transformation de l'économie française qui est en pleine. Vous pouvez aller les voir sur le site de Shift Project. Il y a plein de fiches sectorielles. En plus, il faut raisonner en systémique avec les liens entre les différents secteurs. Carbone 4, ils ont sorti MyCO2. C'est pour amener les individus à s'engager d'un point de vue personnel et également les salariés des groupes, côté ou autre, peu importe. Ils ont un référentiel, une communauté qui s'appelle Net Zero Initiative pour la neutralité carbone. Si vous voulez bien comprendre ça, si vous êtes une PME ou autre, c'est très, très important. Carbon for Finance, ils ont travaillé sur Rift, qui est une appli de l'ITA.co qui permet d'évaluer la qualité justement de votre épargne. Il y a aussi des concepts d'émissions évitées. Il y a plein de data et d'analysis et d'outils pour les entreprises pour leur permettre d'évaluer tout ce qui est climat et autres risques. Il faut savoir que l'individu, lui, il peut agir à peu près pour 25% de ce qui est nécessaire, d'après The Shift Project. Donc, tout le reste est à fournir par les entreprises. Et autrement dit, il ne faut pas oublier justement de s'intéresser à l'épargne
l'épargne, tant au niveau micro que macro d'ailleurs. Donc au niveau perso, on peut agir déjà, mais on peut agir dans ses investissements, dans ses financements, et il faut qu'il y ait une politique effectivement macro planifiée dans ce sens-là aussi. Donc en donnant quelques exemples, donc il y a cette fameuse appli Rift qui vient d'être lancée par l'ITA. Et Carbon for Finance a travaillé sur l'aspect data, c'est très important. Mais je peux citer des exemples comme Mesquert aussi, qui a des fonds avec des calculs d'empreintes, empreinte eau, empreinte carbone, etc. Enfin, il y a toutes sortes de calculs d'empreintes, puisque ce qu'il y a d'important dans l'empreinte carbone, au niveau d'un État, par exemple, c'est qu'on va s'intéresser également à tout ce qui est importé. Bon, on fait le moins, on va minorer en fait de l'exportation, bien sûr, mais qu'est-ce que nous achetons nous autour de nous? Qu'est-ce on a délocalisé beaucoup de production, et donc voilà, il faut en tenir compte. Qu'est-ce qu'on achète et qu'on importe dans notre pays? Il faut raisonner sur la notion d'empreinte. On peut parler des néobanques comme Helios ou des startups fintech. On peut parler au niveau de l'investissement responsable de toutes les démarches d'engagement, autrement dit Fitrust ou Proxinvest, sur tout ce qui est vert, évidemment la couleur, mais qui reste bien souvent à définir. Et on peut parler de Sycomore Asset Management avec la NEC, la fameuse NEC, qui est en open source. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est information extra-financière, c'est en train de gagner de la valeur, à l'image de Deutsche Börse, qui vient de prendre le contact d'ISS. Donc, toute la data extra-financière, donc qui alimente la finance responsable, prend de la valeur actuellement. Donc, on peut parler de Triodos Bank, de Follovis aussi en termes d'engagement pour les pétroliers, pour faire évoluer les pétroliers. Quand on raisonne aussi au niveau des différents vecteurs cotés, non cotés, il y a l'ESS aussi, l'économie sociale et solidaire, avec par exemple la NEF. Dans ces vecteurs, il y a des rentabilités attendues qui sont à différents niveaux, sans oublier la masse d'ETF maintenant qu'il peut y avoir. Et je pense que vous, Marc-Antoine, vous en savez aussi pas mal là-dessus. Enfin, au niveau sur l'ESG, il y a énormément d'ETF maintenant. Enfin, sur le non-coté, l'impact investing qui s'est pas mal développé, avec les notions d'intentionnalité, de mesure, d'additionnalité, de cohérence globale, avec un CARID qui est indexé sur les impacts, justement. Donc, on peut parler du GIN, c'est le groupement mondial au niveau de l'impact. Il y a l'IFC, la Banque mondiale, qui a également défini une norme. IRIS aussi pour le... Donc, le problème derrière tout ça, parce qu'on passe de l'ESG à l'impact, et l'ESG va certainement évoluer vers une norme impact aussi, c'est que souvent dans l'impact investing, on cible sur certains impacts positifs, mais on oublie d'avoir une vue holistique sur le reste des impacts. Autrement dit, on peut cibler sur un impact social et ne pas renseigner sur l'impact éventuel au niveau environnemental, par exemple. Donc, il faut quand même qu'on ait une action cohérente de l'ensemble, parce qu'on est sur un système fermé, le système Terre aussi. Donc, il faut spécifier des do no harm sur les autres aspects si on ne veut pas avoir de problème. Il y a le crowdfunding, il y a les différents labels, ISR, Greenfin, qui préfigurent l'écolabel européen. Le fameux article 173 qui a été peu concluant au final d'après Novetic et qui va devenir l'article 29 de la loi énergie, mais ça reste du comply or explain. Donc je parlais au niveau impact, il y a l'IMP, l'Impact Management Project, à surveiller parce que c'est une norme d'impact vers lequel on va sans doute évoluer. Et
tout ce qui est, je peux donner d'autres exemples. Il y a Vega Investment qui s'est marié, enfin qui a un accord avec Impact. Impact, c'est une société canadienne également très portée sur l'évaluation des impacts des sociétés cotées. Et là, elle a fait l'exercice, je crois, sur le CAC 40. Donc tout ça se développe. On peut plus parler maintenant d'exclusion parce qu'en fait, il y a beaucoup d'exclusion. Vous pouvez regarder, il y a généralement des premiers filtres avec de l'exclusion, de l'engagement ensuite, c'est-à-dire du dialogue actionnarial, mais il faut que ce soit processé et que les émetteurs soient au courant que en tant qu'investisseur, vous avez un process et que vous pouvez sortir la position si jamais il n'évolue pas sur les aspects climat ou autres, par exemple. Donc, il faut que ce soit un engagement ferme derrière. Donc, tout ça, il faut se renseigner en tant qu'investisseur quand vous investissez sur des supports pour l'efficacité derrière. On peut citer comme exemple le Green Factor de Natixis. Je sais que la CDC aussi, la Caisse des dépôts, est très active là-dedans en termes de financement. On veut des impacts derrière, on veut les concrétiser, donc on veut s'assurer que ça va dans la bonne direction. Alors, tout récemment, à la faveur du Covid, on a bien vu que l'ESG, mais ça avait commencé, je crois, avant, l'ESG, l'ISR se met à gonfler. Donc c'est devenu une bulle en fait, il faut bien le reconnaître, je crois, actuellement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est mieux que la situation antérieure? Est-ce que ça garantit une efficacité dans la transition du système? Je ne sais pas, il est un peu tôt pour en parler. En tout cas, une chose quand même positive, c'est que ça a permis de démocratiser au grand public, en tout cas, cette notion d'ESG, d'investissement responsable, qui était quand même très méconnue de la plupart des investisseurs avant ça. On en entend de plus en plus parler, en tout cas depuis le Covid. C'est ça. Et je pense que au moins ça va dans le bon sens en termes d'éducation, de formation en fait des investisseurs, et y compris dans le secteur financier, dans les banques, chez les assureurs aussi. Il y a beaucoup, là par exemple sur l'aspect climat, pour ne parler que de ça, la fresque du climat vient de fêter ses 100 000 personnes formées et sensibilisées sur ces aspects-là. Donc il y a un énorme déficit de formation et il faut le combler. C'est important si on veut embarquer tout le monde dans le système. Il y a l'aspect biodiversité aussi, y compris pour un investisseur. Je peux citer la CDC biodiversité qui a mis au point un Global Biodiversity Scoring, le GBS. Donc ça aussi, ça va dans le sens d'une prise en compte effective de tous ces aspects, climat, biodiversité. Évidemment, il faut faire attention au greenwashing, le green, l'ESG et de l'impact washing. Il y a beaucoup d'initiatives. On ne compte plus les initiatives, y compris dans tous les secteurs. Je peux parler par exemple, de Net Zero Asset Owner Alliance, mais ça reprend des engagements. Ce sont des asset owners, donc des assureurs par exemple, et ils vont compiler les engagements des sociétés qu'ils ont en portefeuille. Donc il peut y avoir CDP, l'ancien Carbon Disclosure Project, qui a un outil comme Climetrix qui fait du rating climat de fonds. Et là, ils viennent de sortir les stats et effectivement, il y a très peu de fonds. Sur les 19 000 fonds, il y en a que il y en a qu'à peu près 500 qui sont bien notés. Science Based Target Initiative aussi, pour permettre à la science de d'imposer ces données climat et de bâtir des trajectoires à l'intérieur des sociétés. Ça, il faut regarder dans les portefeuilles. C'est pour ça que au niveau de l'ESG, de l'ISR, il faut bien avoir la transparence des portefeuilles pour voir quels sont les émetteurs qui s'engagent aussi. Mais il n'y a pas que l'engagement, parce qu'on est soumis, il faut vraiment s'assurer que l'engagement est tenu. Il y a évidemment la taxonomie qui évalue la part verte, les différents effets de seuil, une plateforme de finance durable qui a été ouverte il y a peu de temps,
et qui va réfléchir à intégrer le social également dans tout ça. Parce qu'on s'aperçoit bien de la nécessité d'organiser la transition, certes environnementale, mais également au niveau social. Il y a l'ESMA, l'AMF, qui organisent en fait. L'autorité, oui. J'ai vu que l'AMF était de plus en plus active en termes d'investissement socialement responsable. Ils ont même a priori un pôle dédié à encadrer tout ça et à en faire la promotion. Ouais. Donc effectivement, je pense que tout le monde a son rôle à jouer. C'est ça. Et effectivement, il faut faire. Oui, vous avez raison. En fait, c'est tous les acteurs de la chaîne de valeur financière qui mènent, nous en tant qu'investisseurs ou autres, enfin moi, tous les acteurs du monde financier, du financement, qui doivent se former à l'appréciation de ces nouveaux enjeux et intégrer et guider, et notamment au niveau régulateur. Il y a les régulateurs type ESMA, AMF, bien sûr, qui doivent qui vont sortir des doctrines, qui ont déjà sorti des doctrines pour encadrer le marketing autour de l'ESG. Ça déjà, c'est un bon point. Il y a les FRAG, NFRD aussi, tout ce qui est la directive sur les données extra-financières. Tout ça, ça va être encadré également. Il risque d'y avoir pas mal de règlements au niveau de l'Union européenne. Il y a pas mal d'échéances d'ici le début de l'année prochaine qui vont encadrer ce mouvement. Il y a également les banques centrales. NGFS, c'est le réseau de toutes les banques françaises, les banques centrales mondiales. Il y en a plus de 70, 80 maintenant, je crois. Au départ, elles étaient 4 et elles intègrent le risque climat. Et elles essaient d'intégrer tout ça parce que, évidemment, le climat, comme Marc Carnet l'avait expliqué avec la tragédie des horizons, a un impact sur toute la stabilité financière de l'ensemble. En plus, il y a le risque de déflation et il y a des solutions au niveau macro aussi, non seulement au niveau de l'investissement, l'ISR ou l'ESG, mais au niveau macro également, il y a des solutions avec la BCE qui peut racheter les dettes d'État, à l'image au niveau monétaire aussi. Je vous conseille de regarder Alain Grandjean ou Nicolas Dufresne. Ils ont écrit un bouquin là-dessus. Mais il y a beaucoup de... Alors justement, vous parliez, là, je vois dans les sujets traités de livres. Donc, ce que je ferais, c'est que là, vous avez parlé de plusieurs cycles. Hein. J'ai notamment noté Impact, Carbon 4, Carbon 4 Finance et The Shifter Project. Donc, bien sûr, tous ces liens, je les ai mis de côté. Je les mettrai en description et en commentaire de la vidéo sur YouTube. Mais ce que je vous demanderai après aussi, peut-être demain ou plus tard, c'est de m'envoyer justement la liste des livres, que je puisse aussi les partager avec l'auditoire, parce que effectivement, ça peut être très intéressant aussi d'avoir des ouvrages de référence. Ouais, volontiers. Je ne vais pas trop m'attarder puisqu'on est quasiment à la fin de notre webinaire, mais je termine en parlant de l'inertie bancaire. Vous voyez que les banques, on ne peut pas demander à des acteurs comme les banques, en fait, d'agir pleinement par rapport au climat, par rapport à la biodiversité ou autre, pour le moment. Pourquoi? Parce qu'au niveau du bilan, elles ont 95%, c'est de l'ancienne économie, c'est l'économie où il y a qui finance en fait des énergies fossiles, et donc quelque chose qui ne va pas dans le bon sens en termes de climat. Donc tout ça doit, tant au niveau du stock, parce que le stock il est là, que des flux, il doit y avoir une gestion prudentielle en fait également, qui doit agir de concert pour garantir une efficacité de cette finance et du financement derrière. Parce qu'il va y avoir effectivement des tombereaux de programmes à financer, mais derrière, il va falloir être discriminant aussi. C'est-à-dire que pour le moment, il y a beaucoup de vertitude dans toutes ces démarches. Ça part dans toutes les directions. Il y a de l'ESG dans tous les sens. Et pour le moment, qui
qui va trancher pour dire on va axer sur ce type-là, quels sont les critères d'évaluation d'efficacité de tout ça, gare aux effets rebonds qu'il peut y avoir. Autrement dit, on n'en a pas terminé, par exemple, de financer les énergies fossiles. On continue largement à les financer actuellement. Donc, alors, il y avait Valentin, justement, pour parler d'énergie fossile, qui avait un commentaire assez pertinent. Il parlait des grands pétroliers, des grands groupes pétroliers, notamment de Total, à proprement parler, qui est en train de devenir un producteur d'électricité. Il nous dit que leur objectif, c'est de produire 20 gigawatts d'ici 2025, et il nous explique que cela représente presque la moitié du parc nucléaire français. Donc, il y a des bonnes choses on n'aurait pas pu imaginer il y a 10 ans encore. Total qui planifie de ne plus faire, entre guillemets, de ne plus faire du pétrole, ou du moins même, moi ça m'aurait semblé inconcevable il y a 10 ans qu'on me dise tiens, Total va faire de l'énergie, de l'électricité propre. Oui, mais c'est l'intérêt de Total, justement, de se projeter ils ont, par exemple, ils avaient racheté Greenflex, et ils vont effectivement essayer de faire migrer leur portefeuille d'activité vers quelque chose qui soit durable. Autrement dit, un modèle d'affaires, si vous voulez qu'il soit pérenne, il faut qu'il soit durable comparé à des risques qui sont de plus en plus importants, des risques physiques liés au climat, et puis les risques de transition qui sont liés au fait qu'on prenne en compte tout ça et qu'on essaie de faire transiter les modèles d'affaires aussi vers quelque chose qui tienne compte de ces enjeux-là. Et du coup, il y a les risques physiques, les risques de transition, et je pense que pour Total, si elle veut conserver sa valeur, parce que et ne pas se retrouver effectivement ne pas se retrouver dans le cas de Kodak, par exemple. Ça existe, les sociétés qui disparaissent. Rien n'est acquis, en fait, dans ce monde. Surtout, ça, c'était une vérité bien connue, style Kodak, bien sûr. Mais sur l'aspect énergétique, il nous faut sociétalement trouver un équilibre au niveau des différents acteurs. Et il faut un cadre qui permette également de soutenir tous ces groupes qui ne sont pas évidemment dans des activités vertes, entre guillemets, ou favorables au climat dans tous les cas. Donc du coup, c'est surtout le scope 3 d'ailleurs, c'est-à-dire est lié à l'usage qu'on fait de ces énergies, et donc du pétrole. C'est le pétrole le gros morceau. Et attention également à tout ce qui est production d'énergie non renouvelable, autrement dit, enfin tout ce qui est, il faut prendre de l'énergie qui soit pas forcément, il faut un mix énergétique. Il faut faire évoluer le mix énergétique de manière cohérente et soutenable. Autrement dit, on ne peut pas demander à une population de faire des efforts trop importants non plus. Donc, il faut quand même conserver un niveau d'énergie possible avec de l'intermittence limitée, puisque le problème de l'éolien, par exemple, ou du photovoltaïque, outre le fait qu'il faut prendre tout le cycle de vie du produit, de l'extraction des matériaux pour l'éolien, par exemple, jusqu'à la gestion des déchets, tout ça, pour le moment, c'est assez énorme, la prise en compte de tout ça. Et le facteur de charge de l'éolien, c'est peut-être 25%. Et peut-être que ça monte, mais ça reste quand même, autrement dit, très inférieur à d'autres énergies. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que nous avons besoin de planifier et que les entreprises rentrent dans cette planification quelque part. Et il faut évaluer l'efficacité globale, macro, entreprise, individu, multiniveau. Et c'est pas évident. Et pour conclure, regardez aussi, alors je parle d'un autre bouquin qui est Détox Finance,
Détox Finance, ça a été écrit par Stéphane Voisin et Jean-Baptiste Bellon. Je vous le conseille si vous voulez comprendre la finance. C'est l'Institut Louis Bachelier qui fait pas mal de recherches et sur la finance utile, positive et verte et durable. L'avenir de la finance, souhaitons-le. Suivez également Gaël Giraud qui en tant que financier émérite, il n'est pas seulement jésuite, mais il a un regard très intéressant sur l'évolution du financier et de la finance. Arthur Keller sur tout ce qui est systémique aussi. Et bon, chacun doit trouver sa voie en tant qu'individu, faire évoluer son épargne et gérer son épargne et ses investissements de manière responsable. C'est justement faire en sorte qu'on ait la transparence nécessaire pour évaluer chacun de ces aspects que j'ai tenté d'en faire une petite liste, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont décidées dans la période, dans les prochains mois, et il faut rester vigilant sur ces aspects-là. Donc, beaucoup de choses qui vont être décidées et beaucoup d'enjeux pour notre futur. En tout cas, un grand merci, Philippe. Alors, on a un peu dépassé le temps, donc je ne prendrai pas nécessairement le temps ce soir de poser des questions aux participants. Mais comme je l'avais dit en début de webinaire, vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire de la vidéo qui sera rediffusée et postée sur YouTube. Donc, un grand merci encore, Philippe, d'être venu ce soir nous parler à la communauté de Scout en Bourse et aux participants également. Et si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo avec un maximum de personnes. Merci à tous. Merci. Bonne soirée, merci. Au revoir.